Bonjour, Santé Bien-être, une émission de Georges Lance et Frédéric Gelbert. Aujourd'hui, nous ouvrons une nouvelle rubrique et nous avons le plaisir de recevoir Hamida Chaouki pour une histoire des hôpitaux qu'il va nous raconter dans une série d'entretiens. Bonjour Hamida Chaouki. Bonjour. Hamida Chaouki, c'est pas très bigourdan. Et non, effectivement. Alors, il se trouve que j'appartiens à ce métissage merveilleux entre qui c'est en fait, comme souvent le hasard des rencontres entre un papa marocain qui était venu à la fin des années 40 pour travailler en usine chez Renault, ajusteur-tourneur de son état, mais qui avait quelques qualifications en matière de footballistique, et donc qui est devenu footballeur professionnel au Red Star à Paris. Il avait été, soit dit en passant, 2 fois champion du Maroc de football. Et donc il intègre un club professionnel et il a quelques années de professionnalisme et une maman qui est bretonne. Et donc moi-même je suis né à Houille dans le 78. C'est où ça, 78 ? Dans les Yvelines. Dans les Yvelines. Et souvent en plaisantant, je dis Houille, l'onomatopée qui explique que j'ai fait anesthésie par la suite. Une belle histoire. Et donc, qu'est-ce qui vous a amené à la médecine ? Alors en fait, toujours pour continuer mon parcours Parce de que vie... je vous coupe. Apparemment, dans votre famille, c'était pas une tradition. Du tout ouvrier, puis une maman qui avait même pas le certificat d'études primaires, donc qui travaillait faisant des ménages sur Paris. Et en fait, mon papa avait le désir de rentrer dans son pays. Et donc, moi j'ai migré une première fois vers le Maroc à l'âge de 5 ans. Et donc, j'ai suivi une instruction, l'instruction publique française dans une école primaire, puis collège-lycée français au Maroc. Vous parliez arabe à la maison ? Alors, on était francophone, on parlait français. Moi, j'ai commencé à balbutier quelques mots de dialecte marocain à l'âge de 7-8 ans, mais je dois vous avouer que j'ai pas une aisance de la langue arabe, et c'est un petit peu dommage d'ailleurs, ceci dit. Donc, dès l'âge de 6 ans, en fait, pourquoi ? J'ai voulu devenir médecin. Ah, donc comme ça c'est loin. venu. J'étais au cours préparatoire et mes parents me rapportent encore que j'avais envie d'être médecin. Pourquoi ? C'est un peu l'imaginaire, comme actuellement les enfants veulent être astrophysiciens peut-être. Oui, mais c'est une vocation. Donc, vous êtes au Maroc, vous êtes de culture française, et vous faites une nouvelle émigration en France. Alors, à l'âge de 18 ans, mais le besoin des études universitaires de médecine, et aussi ayant effectivement cette culture française, francophonie, et le goût déjà de cette vocation de la médecine, bien sûr, mais aussi cette passion de l'histoire, déjà dès les petites classes, avec ces merveilleux maîtres et maîtresses de l'instruction publique à l'école primaire qui nous délivraient cette instruction de l'histoire un peu Troisième République, l'école de Lavis, l'école de Michelet, ces images d'Épinal avec Vercingétorix, Alésia, le glaive et le bouclier. Et j'ai compris, bien sûr, par la suite, que ces images d'Épinal, le glaive et le bouclier, c'était effectivement les défaites de 1870, la défaite de 1940. Et donc, voilà, et on rentre effectivement dans le mémoriel de l'histoire. Et moi, j'ai été élevé, éduqué, et j'ai baigné. Ce roman français qui a été raconté à cette époque, dans lequel on a tous baigné ici,
Et entre l'histoire et la médecine, il n'y a pas eu conflit à ce moment-là? C'était Non, vraiment la médecine vraiment qui la était votre médecine projet? comme métier, comme vocation. Et c'est vrai que c'est à l'issue de mon cursus complet, donc pour atteindre le grade d'anesthésiste réanimateur Que de vous 10 avez fait ans, vos études où? et à Toulouse, À donc Toulouse. Toulouse Paul Sabatier. Et j'ai continué par des... Alors que j'ai intégré mon poste de praticien hospitalier dans l'école, bien sûr, d'anesthésiologie du professeur Louis Laringue. Je suis élève de Louis Laringue, cursus et des années de SAMU 31. Vous avez vécu la création du SAMU. Alors, moi, en quelque sorte, j'ai été le premier relais, en quelque sorte. Louis Laringue a créé le SAMU en 63, 64, 65. Et moi, c'était dans la fin des années 70 que j'ai été médecin, ensuite médecin anesthésiste dans son service. Et donc, on a mis en place, en quelque sorte, les premières grandes organisations révolutionnaires. Hein. Là-dessus, j'ai travaillé aussi à Mondial Assistance, Europe Assistance, l'assistance médicale, et aussi dans le cadre, cette fois-ci, mon implantation dans les Hautes-Pyrénées comme praticien hospitalier d'anesthésie-réanimation, mais aussi comme médecin sapeur-pompier jusqu'à le grade de lieutenant-colonel et de médecin-chef départemental. Donc déjà une belle diversification, l'anesthésie-réanimation et la prise en charge des urgences. Ce sont vos deux pôles d'intérêt professionnel en médecine. Alors c'est vrai que j'ai adoré dans un deuxième temps faire de l'anesthésie, pratiquer l'anesthésiologie au bloc opératoire en prenant des gardes de réanimation. En un mot, on était quand même polycompétent dans les 5 axes de notre discipline qui est les urgences, le SAMU, l'anesthésie, la réanimation et l'assistance médicale type Europe Assistance, Mondial Assistance, auquel j'ai participé. Donc une carrière médicale très bien remplie, de quoi vous occuper. Et comment vous avez réussi à travailler l'histoire des hôpitaux et à vous intéresser à l'histoire de façon approfondie dans une carrière aussi bien remplie? Alors en fait, sitôt ma spécialité terminée et puis les premières années de praticien hospitalier, cette passion de l'histoire m'a conduit à m'inscrire dans un cursus universitaire de licence maîtrise DEA et jusqu'au doctorat, mais à l'université Jean Jaurès, donc Toulouse 2, Mirail, une université que j'ai beaucoup appréciée. Je n'y allais que pour les examens, étant complètement ancré dans mon cursus et dans ma profession médicale, mais avec un service d'enseignement à distance merveilleux qui nous envoyait les cours, les bandes enregistrées de cours, et c'est comme ça que, n'allant qu'aux examens, bien sûr, pour valider les années, j'ai pu poursuivre un cursus complet. Mais je suis un peu étonné, pour ne pas dire stupéfait, que l'on puisse suivre un cursus complet en ne se rendant qu'aux examens. Vous n'aviez pas de travaux pratiques obligatoires, vous aviez tous les cours qui vous étaient destinés. Donc vous avez suivi depuis le départ, vous avez commencé par le DUG, la licence, la maîtrise, et vous êtes allé jusqu'où? Eh bien, jusqu'au doctorat, puisque j'ai soutenu une thèse de doctorat d'histoire à la fin de l'année 2005. Bien sûr, j'ai pris le temps, j'ai eu des dérogations qui m'ont permis de faire ce travail de recherche qui, universitairement parlant, est limité à 3 ans, voire une année de dérogation. J'ai eu droit à 2 années supplémentaires du fait effectivement de mon engagement professionnel. Et mon directeur de thèse, que vous connaissez, qui est Jean-François Soulet, que j'ai rencontré d'ailleurs... Notre président. Voilà, directeur de thèse, que j'ai rencontré à cette occasion que je ne connaissais pas pour lui demander un sujet de thèse, parce qu'il était tarbé comme moi, et on a fait connaissance à ce moment-là. Il m'a proposé de travailler sur l'histoire de la médecine, bien entendu, plutôt étant médecin, et donc il m'a orienté vers un sujet sur l'histoire de la médecine, et cette aventure a fait qu'on s'est retrouvés pendant un certain nombre d'années
Et il a présidé, il était directeur de thèse, et mon président de thèse, c'est le professeur Olivier Faure de l'université de Lyon 3, qui est spécialisé dans l'histoire des hôpitaux. Olivier Faure. Et alors, une thèse, c'est quand même un travail de recherche, il faut trouver des documents. Internet n'était pas aussi facilement accessible à l'époque pour pouvoir... Vous étiez obligé d'aller dans les bibliothèques, voilà, donc d'aller dans les archives. Je prenais des jours de congé, quelques jours de congé, pour principalement aller travailler au ministère de la Santé, par exemple, entre autres. J'ai travaillé sur l'histoire de la transfusion sanguine au niveau du Centre national de transfusion sanguine à Paris. Et puis j'ai été m'entretenir avec des professeurs d'immunologie, de transfusion sanguine. Et bien sûr, après, j'ai quand même pu... on avait déjà accès à de l'Internet... 2003, 2004, 2005, ça commençait, voilà, plus des documents, voilà. Donc, mais c'est pour ça que le travail de recherche a duré beaucoup plus longtemps que les 3 ans impartis, bien sûr. Et donc cette thèse, elle porte sur les hôpitaux, mais vous en faites l'histoire globale depuis la naissance des hôpitaux jusqu'à nos jours. Vous avez pris une période précise, où vous avez pris un axe particulier dans les hôpitaux? Là, en ce qui concerne cette thèse, c'était l'histoire de la transfusion sanguine. Alors bien sûr, il y avait en partie dans les hôpitaux, mais la transfusion sanguine n'a commencé à avoir cours qu'à partir du début du XXe siècle. Avant, il y avait eu quelques tentatives, mais c'est à partir du moment où Landsteiner a mis en évidence les groupages sanguins, ABO, 1902-1903, et ensuite le groupage Rhésus en 1940-41, qu'on peut parler de transfusion sanguine. Donc dans cette rubrique, vous allez nous faire l'histoire des hôpitaux en remontant à leur naissance, et quelque part, par cette histoire, vous allez aborder l'histoire de la médecine, et aussi l'histoire des sociétés. Parce que les hôpitaux, c'est plus que la médecine. Bien sûr. Et c'est vrai que je me réfère souvent à cet ouvrage de Georges Canguilhem, historien et médecin, philosophe et médecin, mais aussi historien, 1940-41, Le normal et le pathologique. Et c'est à partir de cet ouvrage qui a été pour moi fondateur dans l'esprit d'intérêt sur les hôpitaux, que je me suis dit, est-ce que l'hôpital n'est pas une institution normative de la société ? Elle édictait les normes, et effectivement dans le champ, dans l'espace du pathologique, eh bien l'hôpital a un rôle fondamental. Et la société n'a eu de cesse d'élargir le champ du pathologique. On le voit au niveau des maladies reconnues internationalement, ce champ du pathologique va-t-il intégrer bientôt le burn-out, par exemple ? C'est une question contemporaine. On sait que les maladies musculo-squelettiques ont été intégrées dans ce champ. Le burn-out va-t-il ? C'est l'interrogation qu'on se pose. Déjà, nos concitoyens souhaitent que cette, entre guillemets, pour l'instant, pas reconnue comme maladie professionnelle, soit intégrée. Et donc l'hôpital est une institution normative, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Eh bien, on va passer en revue donc l'histoire de la médecine, de nos sociétés, un peu de philosophie. Quel sera le sujet de votre prochaine rubrique ? Eh bien, j'ai souhaité vous proposer l'histoire des hôpitaux et de la médecine dans l'Antiquité grecque et romaine. Et donc, on aura l'occasion de disserter sur ce sujet, au décours de la prochaine séquence. Merci, Amida Chaouki. Impeccable.